Bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous pour cette conférence de presse organisée par la Fédération française de voile à Paris, dans les locaux de son partenaire Banque Populaire. Une conférence de presse dans laquelle nous allons vous présenter les 14 athlètes tricolores sélectionnés pour les Jeux Olympiques de Tokyo, à 37 jours maintenant de la cérémonie d'ouverture qui aura lieu le 23 juillet. Des Jeux Olympiques qui, même dans un contexte très particulier, sont l'événement sportif majeur le plus attendu, un véritable rêve, un Graal pour les athlètes du monde entier, comme pour l'équipe de France qui sera avec nous dans quelques instants. Avant cela, je vais inviter Bertrand Magnien à me rejoindre sur ce plateau. Bertrand Magnien qui est le directeur du développement de Banque Populaire. Bonjour Bertrand. Bonjour. Merci de nous faire l'amitié de nous accueillir dans vos locaux. Je dis bien l'amitié car c'est une belle histoire humaine qui lie la Banque Populaire à la voile française et ce depuis de nombreuses années. Expliquez-nous justement depuis combien de temps et pourquoi la Banque Populaire accompagne l'équipe de France de voile olympique et la Fédération française de voile. Écoutez, déjà quand on voit les images qu'on vient de voir, ça fait vraiment envie, on est déjà dans l'action. Ça fait un peu plus de 20 ans maintenant qu'on est partenaire avec la Fédération française de voile, tout simplement, j'ai envie de dire, parce qu'on partage les mêmes valeurs. Des valeurs de courage, des valeurs de dépassement de soi. Et effectivement, je suis très heureux, très fier aujourd'hui d'être là, représentant, et d'être aux côtés de tous ceux qui vont porter nos drapeaux, nos couleurs. Et puis voilà, j'espère que les médailles seront au rendez-vous, ces médailles qui vont tous nous faire rêver. Je voudrais les remercier pour les qu'ils sont au quotidien, dans leur talent, dans leur détermination. Et puis je suis d'autant plus heureux parce que vous le savez, Banque Populaire est aussi partenaire premium des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Donc voilà, parmi les marins qui partiront à Tokyo dans les prochains jours, il y aura aussi sans doute des marins qui ils batailleront sur le plan d'eau de Marseille d'ici à 4 ans. Donc c'est aussi un élément important. Et puis pour ce partenariat avec la Fédération française de voile, c'est effectivement un moment important. On a vécu une année 2020 un petit peu compliquée. Nous, ce qu'on a souhaité avec Banque Populaire, c'est prendre le temps et se réengager un petit peu par anticipation pour pouvoir accompagner, donner de la visibilité sur ce partenariat encore pour 4 ans de plus. Et voilà, c'est aussi une façon pour nous de donner le clin d'œil à la fédération et puis à toute l'économie bleue qui est extrêmement important pour les banques populaires. Et cette implication qui vous honore va bien au-delà du haut niveau, il me semble. Oui, Banque Populaire, c'est une banque qui est ancrée dans ses territoires, qui aujourd'hui accompagne tous ceux et toutes celles qui entreprennent, tous ceux qui vivent sur les territoires. Donc effectivement, on accueille tous les athlètes de haut niveau, mais aussi les futurs champions. Et puis, nous en parlions juste avant cette conférence, voilà, tous les passionnés de voile sur les territoires et en tout point de notre territoire. Finalement, ce partenariat entre Banque Populaire et la Fédération française de voile, il s'est construit il y a un peu plus de 20 ans autour d'un programme qui était assez innovant et très pragmatique, assez ambitieux quand on le regarde avec un peu de recul. C'est effectivement un programme qui permet de cofinancer un certain nombre de matériel pour les clubs et les écoles de voile. Alors on parle de gilets de sauvetage, de bouées, de voiles, de bateaux. Et quand on fait le recul sur les 20 dernières années, c'est plus de 60 000 gilets qui ont été fournis aux écoles et aux clubs de voile, plus de 6 000 voiles. Voilà, donc c'est effectivement quelque chose de très structurant. Et puis on se projette sur le long terme avec la fédération, notamment sur des enjeux et des programmes très ambitieux sur la pédagogie, sur la préservation des océans, des mers, des rivières. On sait qu'il faut agir aujourd'hui pour que demain soit effectivement, qu'on puisse faire bouger les choses demain. Et aujourd'hui, aux côtés de la fédération, nous souhaitons être contributeurs et acteurs de ces changements. Puis je crois que vous aviez un petit mot pour nos champions, les athlètes tricolores. Voilà, moi c'est toujours un plaisir de les voir. Moi je leur souhaite évidemment le meilleur pour tout ce qui va arriver. Et en tout cas, Banque Populaire sera toujours à vos côtés. Et merci beaucoup Bertrand, et sans plus attendre, on va justement aller saluer nos champions qui sont en direct du Vercors. Ils se sont mis au vert pour un stage de cohésion, vous les voyez, qu'ils sont beaux tous réunis, donc en compagnie de leurs entraîneurs également. Un petit salut des athlètes français, ils sont avec Guillaume Chiellino, le directeur de l'équipe de France. Alors bonjour Guillaume, est-ce que tu nous reçois bien? Oui, bonjour, je vous entends parfaitement. Alors, tu es bien entouré. Comment se portent nos athlètes? Je crois qu'ils viennent de poser leurs valises dans le Vercors. Oui, nous sommes arrivés à midi aujourd'hui. On est venu chercher la fraîcheur dans le Vercors et on a trouvé une grosse chaleur. Donc, on va pouvoir continuer notre adaptation à la chaleur qu'on va retrouver bientôt à Enoshima.
Vous êtes exactement à Corançon en Vercors et puis il doit faire d'autant plus chaud que vous êtes studieux, hein, vous êtes tous masqués même si vous avez réalisé un test PCR avant-hier et que vous avez refait un test ce matin avec le médecin de l'équipe de France. Alors c'est un peu frustrant je pense pour les journalistes de vous voir masqués comme ça, mais quand vous viendrez les uns après les autres et que vous serez interviewés en solo ou en binôme avec vos entraîneurs, évidemment vous pourrez enlever vos masques en gardant les distances de sécurité qui s'imposent. Merci, vous restez bien connectés, on revient vers vous dans un instant. Juste le temps d'échanger également avec Jean-Luc Denéchaud, le président de la Fédération française de voile qui nous rejoint également sur ce plateau. Bonjour Jean-Luc. Bonjour à vous et bonjour à tous nos athlètes qui sont dans le Vercors. Alors vous venez de prendre vos fonctions de nouveau président de la Fédération française de voile et avec le décalage des Jeux, eh bien, vous êtes tout de suite plongé dans le grand bain avec ces Jeux Olympiques de Tokyo qui approchent à grands pas. Comment avez-vous vécu cette Olympiade et que pensez-vous des résultats de l'équipe de France ? Bah écoutez, en tant que passionné, on vit toujours intensément une préparation et l'équipe de France, depuis maintenant de nombreuses années, est toujours au top niveau. Et là, je voudrais remercier chacun des athlètes sélectionnés pour le formidable travail qu'il a effectué, les résultats exceptionnels que nous avons eus. Et surtout, je voudrais souligner la difficulté quand on est un athlète de haut niveau. On se prépare pour une date, pour un objectif. Et comme vous le savez tous, évidemment, cet objectif a reculé d'une année. Et donc, il faut pouvoir continuer à se préparer, à rester au top niveau. Et vraiment, ils ont fait des prouesses avec leurs entraîneurs pour travailler, pour se préparer, pour être prêts pour ce grand rendez-vous dans des conditions très difficiles. Et je pense que c'est un exemple pour tous, à la fois d'adaptation et puis de constance dans l'effort, et donc qu'ils en soient remerciés. En tout cas, en tant que président de la fédération, je suis très fier de la façon dont ils ont abordé cette période difficile, et je pense que c'est un exemple pour tous, et c'est les valeurs que l'on aime. Et je partage totalement ce qui vient d'être dit avec Banque Populaire, c'est que si ce partenariat dure aussi, c'est que nous partageons justement ces valeurs de ténacité, aussi d'entraide et de transmission qui nous permettent d'envisager le meilleur pour la suite. Et des valeurs que les athlètes tricolores seront évidemment très fiers de porter haut lors de ces Jeux Olympiques de Tokyo. Merci beaucoup Jean-Luc. On va retourner dans le Vercors où l'on va vous présenter les 14 athlètes sélectionnés. Avant cela, on va retrouver Guillaume Chiellino, le directeur de l'équipe de France, qui est en compagnie de Cédric Leroy. Cédric Leroy qui, vous le savez, est l'entraîneur de Charline Picon. Il l'accompagne depuis ses tout débuts en planche à voile, mais il est aussi directeur de la haute performance au sein de la Fédération française de voile. On va les laisser se mettre en place, Guillaume et Cédric, afin de nous parler un petit peu de ces Jeux, de ce qui va attendre les athlètes, du programme aussi dans la toute dernière ligne droite, avant d'aller vous présenter donc les 14 athlètes sélectionnés pour ces Jeux Olympiques. Alors je ne sais pas si Guillaume m'entend et s'il est prêt avec Cédric. Alors, on ne les a pas pour l'instant. Guillaume et Cédric qui se mettent en place, vous l'aurez compris, dans le Vercors. Alors, on essaie de rétablir la liaison. Les voici, ça y est, ils sont avec nous. On est là. Guillaume, Cédric, je disais, on va faire, avant de présenter les 14 athlètes, un petit état des lieux. Guillaume, est-ce que pour commencer, déjà, tu pourrais nous rappeler quelles sont les séries qui ont été qualifiées pour ces Jeux ? Alors, on est qualifié dans 9 des 10 disciplines olympiques. Donc le NACRA 17, le laser, le radial, la planche à voile féminine, la planche à voile masculine, le 470 masculin, le 470 féminin et le 49er hommes et femmes. Donc on a une bonne note, 9 sur 10, ça nous place dans les 4 meilleures nations, puisqu'il y a 2 nations qui ont 10 qualifiés, 2 nations qui ont 9 qualifiés et bien évidemment le Japon qui a ses 10 qualifiés. On peut avoir une pensée aussi pour John Laubert qui a fait des super perfs avec cette équipe de France depuis des années et qui a raté la qualif au jeu de peu, mais voilà, il a fait partie des grands athlètes de cette équipe de France. Alors les Bleus sont réunis pour un stage de cohésion dans le Vercors. Quel sera le programme là pour vous ces jours-ci et puis surtout après dans la toute dernière ligne droite avant de vous envoler pour Tokyo ? Le programme ici, c'est de se retrouver parce qu'on ne s'est pas vu depuis 22 mois. Je crois que la dernière fois qu'on s'est vu vraiment tous ensemble,
C'était en août 2019. Donc on va faire un petit peu de sport, un petit peu de réflexion collective sur les Jeux Olympiques, donner un maximum d'informations à tous les athlètes, à tous les entraîneurs sur ce qu'on connaît aujourd'hui. C'est vrai qu'on part bientôt aux Jeux Olympiques, mais il y a encore quelques petites questions. Et puis après, le programme, c'est un programme série par série, avec encore généralement un stage de préparation fin juin, et puis après de la récup début juillet, avant de prendre l'avion pour la majeure partie du groupe le 11 juillet. Vous avez certainement hâte, avec les athlètes, de retrouver ce plan d'eau d'Enoshima où auront lieu les épreuves de voile dans la baie de Sagami. Un plan d'eau avec lequel vous vous êtes déjà familiarisé, sur lequel vous savez que vous serez d'ailleurs très bien accueillis puisque vous avez déjà tissé des liens assez forts avec les locaux. Oui, on a la chance depuis 2016 de bénéficier d'un accueil vraiment génial de la part de la ville de Kamakura. C'est une ville qui a été jumelée avec la ville de Nice depuis très longtemps. Et nous, dans cette période un petit peu compliquée d'avoir des informations sûres sur le Japon, ce partenariat avec la ville de Kamakura est un très gros avantage en logistique, puisque grâce à eux, on devrait pouvoir séjourner à l'hôtel qu'on avait choisi depuis très longtemps, malgré plein de points d'interrogation qu'il y a pour d'autres équipes. Pour l'équipe de France, grâce à ce partenariat, on est sur de bons rails. Alors je vais m'adresser à toi, Cédric. Bertrand Magnin et Jean-Luc Denéchaud l'ont souligné tout à l'heure. L'équipe de France a dû se préparer dans des conditions très particulières. En l'absence de compétition internationale, il a fallu se réinventer. Vous avez organisé des coachs regatta. Explique-nous en quoi ça consiste exactement. Oui, bonjour. En effet, au fur et à mesure des mesures Covid qui n'ont cessé d'évoluer depuis 2020, on a dû s'adapter et on a organisé, on va dire, des compétitions d'entraînement, donc des compétitions non officielles, avant tout sur le territoire français parce qu'il n'était pas possible d'en sortir. Et au fur et à mesure de l'évolution des mesures, on a pu commencer à organiser des compétitions entre entraîneurs de différentes nations sur différents lieux comme à Villamoura ou au Portugal ou tout simplement aux Canaries en Espagne. Et finalement, vous étiez extrêmement nombreux à vous retrouver là-bas et ça a permis quand même de se jauger malgré le manque de compétition. Tout à fait. Après, ce qui était assez compliqué, c'est qu'il fallait à la fois respecter les protocoles, se préserver de ce fameux virus qui est assez contagieux et à la fois continuer, poursuivre, à réussir à s'évaluer au regard de la confrontation internationale qui était très nombreuse d'ailleurs, comme vous l'évoquiez, sur plusieurs sites. Merci beaucoup, messieurs. On va maintenant passer à la présentation des athlètes. Et on va commencer par ta protégée, Cédric, celle qui va défendre à Tokyo, en tout cas aller rechercher un titre olympique en planche à voile féminine. Elle nous avait fait vibrer, pleurer en décrochant l'or à Rio en 2016. De retour au meilleur niveau, après avoir donné naissance à sa petite fille Lou en 2017. Elle a forcé l'admiration de ses pairs. Elle a donné le ton également de ses ambitions. Deuxième aux mondiaux 2018 et 2020. Troisième aux mondiaux en 2021. Elle est allée tout récemment chercher le 5e titre européen de sa carrière. Il s'agit évidemment de Charline Picon. Bonjour Charline. Alors Charline est accompagnée donc de Cédric Leroy et également de Julien Bontemps qui fait aussi partie maintenant de ses entraîneurs. Charline, je le disais, tu as connu la victoire grisante d'un titre olympique, tu as goûté à cette ambiance si particulière des Jeux. Qu'est-ce que ça te fait de te retrouver là comme ça avec toute cette équipe de France au grand complet? Comment tu sens cette cuvée 2021? Eh ben, je la sens en forme. Il va y avoir des belles ambitions. On a tous à cœur de briller et de bien représenter notre pays. Et voilà, donc je pense qu'on s'est tous préparés avec sérieux. Et maintenant, on a quand même hâte d'aller sur le site parce que c'est vrai que la dernière fois, c'était en août 2019. Donc, on a hâte de voir le plan d'eau. Tu es également candidate pour être porte-drapeau. Qu'est-ce qui t'anime dans ce rôle, Charline ? Alors oui, ça a été une certaine réflexion dans le sens où mes compétitions démarrent très vite après la cérémonie, mais je pense que de réunir tous les critères pour pouvoir prétendre à être porte-drapeau, c'est déjà une grosse étape.
Et ce qui m'anime, c'est de parler de voile olympique, tout simplement. Je pense que si je suis porte-drapeau, ça va faire parler de la voile et c'est vraiment ça qui m'anime. Et puis voilà, si les athlètes me choisissent en tant que porte-drapeau, ça sera un véritable honneur de pouvoir emmener la délégation française. Et pour information d'ailleurs, il y a 12 candidats pour être porte-drapeau pour la France. Et pour la première fois, ce sera un binôme mixte, un homme et une femme qui seront choisis. Ils seront désignés par les ambassadeurs de chaque fédération. Les votes vont débuter prochainement et l'annonce se fera début juillet. Charline, tu es de retour au plus haut niveau, je le disais, après une pause maternité. L'un des enjeux pour toi était d'arriver à faire de ce statut de jeune maman une force et non pas un handicap par rapport à tes adversaires. Est-ce que tu as réussi aujourd'hui à en faire un atout, justement ? Oui, je crois qu'on peut dire ça, oui. Je ne suis plus la même personne qu'il y a 4 ans, j'ai évolué et je pense que le fait d'être maman en fait partie. Parfois, j'ai vu ça comme une charge mentale, mais mon préparateur mental, justement, a essayé de me faire voir ça comme une compétence. Donc, je pense vraiment que ça fait partie de mon parcours et de mes forces aujourd'hui. Alors tu as vécu forcément une préparation très différente de la précédente, mais ton ambition elle est là. C'est non pas défendre, mais aller chercher un nouveau titre olympique à Tokyo. Tu n'y vas vraiment que pour ça. Quand on a goûté à l'or olympique, évidemment, je sais que ça se joue à des petits détails, qu'une médaille, ça peut se jouer à un petit rien, mais c'est évidemment ça qui m'anime aujourd'hui, d'essayer d'aller en décrocher une deuxième de la même couleur. Merci Charline, je m'adresse à ton entraîneur Cédric. Tu entraînes Charline depuis toujours, vous vous connaissez vraiment sur le bout des doigts. Quelles sont ses armes pour aller chercher l'or et qu'est-ce qui, à l'inverse, pourrait l'en empêcher selon toi ? Alors, pas depuis toujours, heureusement, mais depuis quelques années, oui, je l'entraîne. Quelles sont ses armes, ses atouts ? Je pense que Charline, aujourd'hui, est déjà bien plus armée qu'avant les Jeux de Rio. Elle est vraiment complète dans toutes les forces de vent, dans toutes les conditions. Donc ça, c'est vraiment un atout majeur. Et je pense que sa plus belle arme, c'est vraiment ce niveau de maturité et d'appréhension de son projet dans son ensemble. Alors Julien Bontemps, tu as connu aussi le plaisir d'une médaille olympique en remportant l'argent à Pékin en planche RSX en 2008. Tu as rejoint Cédric en renfort l'an dernier. Petite question qu'on a envie de poser aux entraîneurs. Selon toi, quels seront les principaux adversaires de Charline, les nations qu'il faudra surveiller ? Eh bien, on a eu quand même la chance de voir Charline à l'œuvre sur les 2 championnats d'Europe, donc 2020 et 2021, et championnat du monde 2021. Et grosso modo, à chaque fois, on retrouvait, on va dire, les mêmes clientes aux avant-postes. Donc, il y a l'Israélienne Cathy qui va très très fort. Il y a la Hollandaise qui est championne du monde cette année, qui va aussi très très bien, qu'on va retrouver devant. Et puis il y en a d'autres qui bataillent aussi fort, l'Anglaise qui va très très bien. Et puis la Chinoise qu'on n'a pas vue depuis très longtemps aussi, depuis 2019 du coup, qu'on va découvrir à nouveau sur le plan d'eau japonais. Donc ça va être un petit peu l'incertitude de ce côté-là. Mais on va dire qu'il y aura 5-8 filles qui vont batailler pour le podium. Merci à tous les 3 pour toutes ces infos. On va rester dans la planche à voile olympique, mais cette fois avec les hommes et celui qui défendra les chances de médaille française. Il a 29 ans, il est originaire de Nouvelle-Calédonie. Il s'entraîne avec Thierry François, 3e des mondiaux en Australie en 2020. Il a manqué un peu de réussite cette saison sur les championnats d'Europe et sur les mondiaux en mars dernier, mais il a les armes, il a le mental pour aller faire un super résultat à Enoshima. Il s'agit évidemment de Thomas Goyard. Bonjour Thomas, bonjour Thierry. Alors Thomas, tu es un véritable waterman, j'ai envie de dire, capable d'aller très vite sur l'eau, sur n'importe quel support, qu'il y ait un foil ou pas d'ailleurs. Tu as un vrai touche-à-tout. En quoi le fait de continuer à naviguer comme ça sur plein de supports te permet de progresser en planche à voile RSX ? Depuis que je suis tout jeune, j'ai toujours fait ça et donc du coup, j'ai pas essayé de modifier une habitude qui marchait plutôt bien. Je pense que ça ouvre d'autres perspectives, d'autres univers, on rencontre beaucoup de personnes, c'est enrichissant et après il faut arriver à connecter tout ça sur les RSX.
Alors forcément, tu es un compétiteur, donc tu sais aussi te faire mal, hein, surtout dans une Olympiade. Il faut mettre beaucoup d'engagement, mais la notion de plaisir est très importante pour toi. Je dirais même qu'elle est vitale. Je pense que pour tout le monde, je pense que si on demande à tous les athlètes ici, je pense que le plaisir est important. Alors des fois, évidemment, c'est pas aussi marrant que ce qu'on peut penser, mais ouais, j'essaye au maximum d'être content et de réaliser la chance qu'on a de faire ce sport et d'en être là. Ce seront tes tout premiers Jeux Olympiques. On a un peu plus d'un mois maintenant de l'ouverture. Comment tu te sens? Comment tu l'abordes, toi, cette échéance? Bah bien, enfin, je suis content d'y aller. Je pense que ça va être évidemment un peu spécial avec le Covid, mais ce sera pareil pour tout le monde. Donc non, super content, excité, et puis j'ai hâte d'y être. Ouais. Alors Thierry, quels sont les adversaires qui peuvent monter sur un podium en planche RSX homme? Quels sont les adversaires à surveiller de près? Oh bah il y en a un paquet, hein. On est, je pense, entre 8 et 9. Suivant les conditions qu'on aura, il y en a vraiment, le niveau est très dense. Après, évidemment, il y a des leaders, mais il y a le Hollandais qui est très en forme, quand même, 5 podiums mondiaux en 6 ans. Il y a Mattia Camboni, l'Italien, et Piotr, qui en ce moment sont en forme aussi. Mais franchement, je pense qu'il faut vraiment s'attendre à tout de la part de tout le monde. Et alors, je vais demander à ton coach Thierry, lui, son regard justement sur tes chances de médaille et sur la concurrence. Thomas, c'est quand même quelqu'un qui a toutes les chances pour performer sur ce plan d'eau spécifique d'Enoshima. C'est un plan d'eau sur lequel on peut rencontrer toutes sortes de conditions, et une des grandes forces de Thomas, c'est sa polyvalence. Donc normalement, c'est un plan d'eau où il a déjà performé, puisqu'il a déjà fait un test event en 2019 avec une bonne réussite. Et a priori, entre sa grande polyvalence et quelques points forts, il a toutes les chances de réaliser une belle performance. On espère évidemment que la planche à voile olympique, les Français seront à l'honneur sur cette discipline. Merci beaucoup, messieurs. On va passer maintenant aux dériveurs solitaires. On va commencer avec le laser et honneur aux dames, avec celle qui représentera la France dans cette série. Elle a 29 ans. Elle a terminé 9e des championnats d'Europe cette saison et elle avait décroché son billet pour les Jeux Olympiques de Tokyo avec une belle 15e place à Melbourne aux Mondiaux en 2020. C'est Marie Beaulieu. Marie qui s'entraîne avec François Husson. Bonjour Marie, bonjour François. Bonjour. Bonjour. Alors Marie, tu vas vivre tes premiers Jeux. Hein. Tu étais passée tout près de la sélection à Rio en 2016. Ça avait été une grosse déception. Il avait fallu digérer. Finalement, en quoi tu dirais que cet échec t'a permis de revenir plus forte aujourd'hui ? Je pense que j'avais les compétences pour pouvoir représenter la France aux Jeux Olympiques, et c'est vrai que j'ai pris le temps de réfléchir, et je pense que cette pause m'a vraiment fait du bien pour revenir au plus haut niveau après Rio. Ouais. Alors comme toutes les athlètes, ta préparation a été complètement chamboulée. Il a fallu repenser ton programme, ton entraînement. Et quel est le point sur lequel toi tu as mis l'accent, sur lequel tu as dû le plus travailler ? On a mis l'accent plus sur la technique et pouvoir aller vite, donc prise de poids également, donc pas mal de temps en salle de musculation et beaucoup de temps sur l'eau passé aux Canaries cet hiver également. Ouais. Tu te sens prête aujourd'hui ? Ouais, je me sens prête, j'ai hâte d'y être et je pense que ça va être une belle expérience où j'espère ne pas avoir de regrets. Je pense que ce sera vraiment important pour moi à la fin de cette régate. Une petite question pour François Husson qui donc t'accompagne dans ta préparation. Quelles sont les chances de Marie au regard de la concurrence, les meilleures nations dans cette série du laser féminin ? Donc les meilleures nations, on va retrouver les Hollandaises, Belges et Danoises qui trustent les podiums depuis le début de cette Olympiade-là. Et nous, l'ambition avec Marie, c'est de pouvoir rentrer en medal race et ensuite on verra ce qui se passera.
Merci beaucoup, merci à tous les deux. On va rester dans le laser, mais on va s'intéresser aux hommes cette fois, avec un athlète qui, à 34 ans, va disputer ses 4e Jeux Olympiques d'affilée. Il est originaire du sud de la France et il s'entraîne avec Stéphane Christidis. Et il fait partie incontestablement des athlètes les plus expérimentés de cette équipe de France. Il est régulièrement classé dans le top 5 mondial. Il avait fait une belle 5e place à Rio en 2016 et terminé 4e des mondiaux en 2020. Il s'agit de Jean-Baptiste Bernaz. Bonjour à tous les deux, bonjour Jean-Baptiste, bonjour Stéphane. Bonjour. Bonjour. Jean-Baptiste, je le disais, tu te prépares à vivre tes 4e Jeux Olympiques. Comment est-ce que tu te sens? Est-ce que l'expérience te permet d'aborder cette dernière ligne droite plus sereinement? Oui, globalement oui. Après, chaque Olympiade a été différente. Et celle-ci, elle est vraiment différente parce qu'on a déjà passé 5 ans d'Olympiade au lieu de 4. Et puis, il y a le Covid au milieu avec d'autres soucis à gérer. Alors, tu es classé systématiquement dans le top 5 mondial depuis des années. Tu es plusieurs fois passé tout près du titre. Pour pas grand-chose, j'ai envie de dire, cette fois, tu vas aller la chercher. Elle est pour toi, cette médaille? Je suis pas tout seul à le vouloir, mais oui, on a essayé de mettre tout en place cet hiver. Et puis, depuis que je fais du laser pour cet objectif. Donc, j'ai à cœur de l'emmener jusqu'au bout. En tout cas, mon ambition, elle est clairement de monter sur ce podium. En tout cas, ce serait la toute première médaille olympique du laser français. Alors toi, tu affectionnes comme condition le portant dans le vent fort. C'est des conditions que vous pourriez rencontrer à Enoshima. Mais c'est un plan d'eau où le petit temps peut aussi s'inviter. Il va falloir être polyvalent. Effectivement, de ce que j'en ai tiré de mon expérience sur ce plan d'eau, c'est que c'est un plan d'eau assez ouvert avec n'importe quel vent possible. En fait, donc on s'est préparé pour le petit temps, pour la brise. Et du coup, je pense qu'aujourd'hui, on est polyvalent, en tout cas le plus possible. Une petite question pour ton entraîneur Stéphane sur la concurrence. Stéphane, il y a notamment un concurrent qui revient sur le devant de la scène, c'est le Brésilien Robert Scheidt, que Jean-Baptiste connaît très bien d'ailleurs. Double médaillé d'or olympique, médaillé d'argent, au moins 8 fois champion du monde, mais ce ne sera pas le seul adversaire à surveiller. Oui, tout à fait. Robert, c'est un peu une machine de guerre, 48 ans, et une force incroyable, parce que c'est quand même un support qui est extrêmement physique, le laser. Évidemment, il y aura d'autres nations, les Anglais, enfin l'Anglais, l'Allemand champion du monde en titre. Il y a aussi 2 nations, Néo-Zélandais et l'Australien, qu'on n'a pas vu depuis plus d'1 an et demi à cause du Covid et qu'on va redécouvrir au jeu. Donc, et puis évidemment, en fonction des conditions, le jeu sera plus ouvert s'il y a du petit temps, un peu plus fermé s'il y a de la brise. Mais oui, il y a une concurrence qui va être redoutable, comme toujours en laser. Merci à tous les deux. On va maintenant passer au dériveur double haute performance, le 49er. Et on va s'intéresser d'abord au binôme féminin. Elles ont 28 et 29 ans. Elles s'entraînent à Marseille avec Benjamin Bonneau. Elles ont été associées en 2016 et rapidement, elles ont eu des résultats assez spectaculaires, assez intéressants. 4e des mondiaux 2020 en Australie. Elles ont décroché leur billet pour Tokyo il y a tout juste 1 mois et demi. Et pour leurs premiers Jeux Olympiques, évidemment, elles auront à cœur de performer. Il s'agit de Lily Sebessi et d'Alban Dubois. Bonjour Lily, Alban, bonjour également à Benjamin, votre entraîneur. Alors Lily, je le disais à l'instant, vous êtes les dernières à avoir décroché votre ticket pour Tokyo. C'était le 28 avril dernier, soit moins de 3 mois avant le début de la compétition. Jusqu'au bout, vous y avez cru et vous avez donné le meilleur, vous avez tout donné dans cette préparation. Oui, c'est sûr que voilà, ça a été une sélection très longue, mais je pense que c'est un petit peu la force de notre équipage, c'est qu'on est des lâche-rien et voilà, on n'a rien lâché pour aller la décrocher, cette sélection.
En tout cas, il y a une super alchimie entre vous deux, comme en témoigne votre ascension rapide, notamment cette 4e place dont je parlais aux Mondiaux 2020. Le secret de votre duo, Alban, c'est plutôt votre complicité? Oui, on va dire ça, parce que quand on n'est pas connecté entre nous, on a un peu du mal à bord. Donc, vaut mieux qu'on soit ensemble et qu'on regarde ensemble dans la même direction. Et vous avez le sentiment que ça a assez vite fonctionné entre vous? Finalement, l'alchimie, elle s'est mise en place rapidement, facilement? Je pense que oui. Dès la première régate qu'on a fait ensemble, en mode lâche rien, et c'était une régate assez compliquée, mais on a tout donné et on était ensemble pour la terminer. Et je pense que c'est ça qui fait notre force aujourd'hui. En fait, pour la petite histoire, on s'était associés au mois de mars 2016, donc juste avant les Jeux de Rio. Et on a disputé notre première medal race, donc top 10 mondial au mois de juin, et fini devant des sélectionnés olympiques. Voilà. Ça booste. Au moment de votre sélection, vous disiez avoir encore quelques petites lacunes à combler. Est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui d'être parfaitement prête, d'avoir réussi justement à pallier ces petits défauts, ces petites choses qu'il fallait travailler? Je ne sais pas si on est vraiment complètement prête un jour, mais en tout cas, on a travaillé pour combler ces lacunes avec notre coach Benjamin et avec l'aide des garçons 49ers qui étaient nos partenaires sur ces derniers jours. Et en tout cas, les lacunes, c'était plutôt en vitesse et un peu en technique. Et je pense qu'on a comblé des trous. D'ailleurs, merci à Kevin et Yann de bien nous avoir poussés dans cette dernière ligne droite. Voilà. Alors, je vais m'adresser justement à Benjamin, votre entraîneur. Benjamin, est-ce que tu peux nous faire un petit état des lieux des nations en puissance dans cette série du 49er féminin? Oui, bonjour. Oui, il y a un certain nombre de nations qui sont prêtes à aller disputer cet événement. Et je dirais que le niveau est très dense parce que suivant les régates, ça évolue et ça change souvent aux avant-postes. Là, on sort tout juste d'une régate en mode JO et les Anglaises et les étaient devant. Elles ont récidivé par rapport au dernier championnat du monde où elles font 1 et 2, et là elles font 1 et 2, mais elles ont inversé les rôles. Mais oui, il y a vraiment, je dirais quasiment, il y a vraiment beaucoup de bateaux qui peuvent faire un podium et il y a bien une dizaine de bateaux qui peuvent gagner. On le voit régulièrement sur les championnats et ça va être vraiment des Jeux Olympiques très ouverts, je pense. Ouais, ce sera assurément passionnant. Merci beaucoup Benjamin, merci à tous les trois. On va rester dans le 49er, mais on va s'intéresser maintenant aux hommes avec 2 équipiers qui naviguent ensemble depuis très longtemps, une dizaine d'années. Ils avaient d'ailleurs déjà performé chez les jeunes puisqu'ils avaient été champions du monde en 29er en 2013. Ils ont connu aussi une ascension très rapide depuis leur passage au 49er. Ils ont terminé 8e des mondiaux 2018, 7e en 2019 à Auckland où ils avaient décroché leur billet avec cette belle performance. Ils sont coachés par Emmanuel Dien. Ce sont Lucas Rual et Émile Amouros. Lucas, Émile et leur entraîneur Emmanuel, bonjour à tous les trois. Alors Lucas, Émile, vous naviguez ensemble depuis près de 10 ans, je le disais, votre rencontre en sport-études à la Baule, vous avez navigué d'abord en 29er. On disait de Lily et Alban que leur force tient à leur complicité, vous ce serait plutôt votre complémentarité, il me semble. Oui, c'est sûr, on est 2 personnes très différentes. Émile est plutôt extraverti et sur ses sensations. Moi, je suis plus introverti et plus, on va dire, cartésien. Donc, on se complète très bien sur le bateau. Par contre, notre cohésion est vraiment primordiale aussi à tous les 2 et aussi avec Manu, notre coach, pour vraiment trouver une alchimie et fonctionner ensemble. Oui, d'autant plus que les 49ers sont des bateaux très techniques, très puissants aussi. Quelles sont les clés pour performer justement sur ce support? Je crois que l'un de vos plus gros challenges était de prendre du poids. Oui, donc ça a été, c'est actuellement encore un de nos gros challenges. On est constamment en prise de masse, donc on est amené à faire pas mal de muscu, à manger. Et il y a aussi le souci de garder de l'agilité et du dynamisme, parce que c'est un bateau qui est très technique et qui est exigeant. Donc on a
un petit milieu à trouver entre prise de masse et agilité pour pouvoir rester rapide et très agile sur ce bateau qui est vraiment instable. Alors vous êtes tous les deux engagés dans l'armée de terre pour toi Émile et la marine pour toi Lucas. On sait l'importance du mental dans une Olympiade. Vous travaillez justement avec un ancien membre du GIGN. Racontez-nous ça. Oui, du coup le travail mental avec Éric Blondeau a été une part hyper importante depuis 4 ans, depuis qu'on navigue ensemble en 49er. Et on s'est rendu compte que c'était vraiment cet aspect-là qui nous faisait réussir à performer quand on avait beaucoup de pression dans les moments où on voulait vraiment être bon. Et pour les Jeux Olympiques de Tokyo, on essaie évidemment de travailler techniquement, mais on essaie aussi d'arriver avec une force mentale vraiment développée pour vraiment réussir à avoir notre meilleur niveau, utiliser notre meilleur niveau à ce moment-là. Une petite question pour votre entraîneur Emmanuel Dien sur la concurrence, les forces en présence. Lucas et Émile se disent plutôt outsiders, mais ils peuvent faire un super résultat ? Oui, bonjour. Alors, on a effectivement, on a quand même un des grands équipages actuels de la voile. On a Peter Burling et Blair Tuck qui viennent de remporter la Coupe d'Amérique et qui sont champions olympiques en titre. Donc c'est vrai que ils vont clairement aller essayer de rechercher une médaille d'or, je pense. Tout le monde va avoir à cœur d'essayer de leur enlever. Et après, ça reste assez ouvert. Et je dirais qu'il y a 6-7 équipages qui peuvent se battre pour le podium et ouais, ils sont en train de monter en puissance et je pense qu'on peut jouer les troubles faits sur l'épreuve. On espère en tout cas qu'ils viendront jouer les troubles faits et qu'ils prendront beaucoup de plaisir sur ces Jeux Olympiques. Merci à tous les trois d'avoir été avec nous. On va rester dans le dériveur double, mais on va s'intéresser cette fois au 4,70. C'est l'un des plus vieux supports des Jeux Olympiques dans le domaine de la voile. Il est au jeu depuis 1972 et c'est une série aussi dans laquelle la France a pas mal brillé. 3 médailles dont l'or en 1988 à Séoul. Et on va parler pour commencer du binôme féminin qui représentera la France en 4,70. Elles ont été 4e aux mondiaux en mars dernier et elles sont allées chercher l'or au championnat d'Europe quelques semaines plus tard. Elles sont entraînées par Gilda Philippe et elles abordent ces Jeux les 3e pour l'une d'entre elles avec le plein de confiance. Il s'agit de Camille Lecointre et Aloïse Ritternas. Camille Lecointre et Aloïse Ritternas qui font partie des grandes favorites pour aller chercher un titre à Tokyo. Elles sont accompagnées donc de Gilda Philippe. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Bonjour. Alors Camille, Aloïse, au-delà de vos titres en 4,70, vous avez été sacré marin de l'année 2019. C'était une belle récompense pour vos performances. Vous faites clairement partie des grandes favorites pour aller chercher l'or. C'est l'objectif, vous l'assumez ? Oui, c'est vrai que c'est un objectif assez haut qu'on s'est fixé, mais voilà, on s'est dit que c'était dommage de viser en dessous. On sait qu'on a les compétences pour aller chercher l'or, donc voilà, on a fait une belle dernière compétition sur le championnat d'Europe, donc on a vu qu'on était toujours capable de gagner, et c'est pour ça qu'on n'a pas revu l'objectif à la baisse. Vous aviez été un peu piqué au vif, vous avez pris une belle revanche. Vous êtes des grandes spécialistes pour nous faire vibrer en remportant les middle race. Quel serait pour vous le scénario idéal sur le plan d'Odenoshima ? Tout nous convient. Tant qu'il y a l'or au bout, sûr, tout va bien. C'est toujours plus simple d'avoir des points d'avance en arrivant en middle race, mais en tout cas, on est préparé à tous les scénarios possibles. Alors Camille, ce seront tes 3e Jeux. Tu as terminé 4e à Londres, 3e à Rio. Comme Charline, tu as fait une pause maternité avant de revenir comme ça au plus haut niveau. Tu es revenue fort, mais il a fallu évidemment repenser ton fonctionnement, t'adapter avec ton petit Gabriel. Comment est-ce que tu fais pour tout mener de front, justement, être une super maman, une super championne ? Il faut beaucoup d'organisation et essayer d'être la plus efficace possible. Et puis après, faut compter aussi sur son équipière et son entraîneur pour comprendre la situation et puis adapter aussi les plannings.
Ouais, il y a une belle complicité entre vous trois. Ça fonctionne bien aussi, vous vous dites tout, vous arrivez à bien fonctionner ensemble pour progresser? Ouais, on a un duo qui se connaît depuis assez longtemps. On est tous les trois dans la région brestoise depuis un bon moment maintenant. Donc voilà, c'est vrai que c'est assez fluide, les échanges se font assez bien et ça marche. Alors Gilda, tu accompagnes Camille depuis un petit moment maintenant. Quel est ton regard, toi, sur ce que peuvent faire les filles et surtout quels sont les adversaires qui pourraient éventuellement les priver d'un titre? J'insiste, éventuellement. Alors c'est vrai, comme vous disiez, elles ont été un peu piquées au vif avec leur 4e place au championnat du monde. Donc elles avaient vraiment à cœur de gagner ce championnat d'Europe, ce qu'elles ont réussi à faire. Donc c'est déjà extraordinaire de pouvoir se fixer des objectifs ambitieux et de les atteindre sans trop de difficultés. Donc ça, c'était une super belle performance. Ensuite, c'est vrai qu'il y a quand même 2 adversaires de choix qui sont l'Espagnole, donc qui a gagné le championnat du monde, et puis l'Anglaise, qui a déjà 2 médailles olympiques autour du cou. Donc c'est vrai que ça, c'est 2 adversaires qui seront de taille. Et ensuite, en 4-7 féminin, ça reste quand même assez ouvert, avec quelques outsiders derrière, dont la chinoise qu'on n'a pas vue depuis un petit moment, et puis la japonaise donc, qui a déjà fait ses preuves et qu'on n'a pas vue aussi depuis 2 ans. Donc c'est vrai que la compétition va être relativement ouverte. Et une fois encore, un jeu très ouvert et on suivra tout cela avec beaucoup de passion. Merci à tous les trois. On va rester dans cette série du 4,70, mais on va s'intéresser aux hommes maintenant avec un binôme là aussi très attendu. L'un a déjà disputé les Jeux Olympiques où il avait décroché une 7e place et il a trouvé avec son nouveau partenaire une vraie chance d'aller chercher une médaille à Tokyo. Ces 2 hommes se sont associés en 2017 et ils se sont illustrés dès l'année suivante en décrochant l'or au championnat du monde 2018, champion d'Europe 2021. Ils sont coachés par Philippe Mourniac. Il s'agit évidemment de Kevin Péponnet et de Jérémy Millon. Les garçons, je disais, vous défendiez votre titre aux mondiaux en mars dernier. Et après une 9e place un peu frustrante, eh bien, vous avez pris une belle revanche puisque vous allez chercher le titre sur les championnats d'Europe à Villamoura en mai. Quel poids est là cette victoire européenne dans une dernière ligne droite, à quelques semaines maintenant des Jeux? J'ai l'impression qu'on a perdu la connexion pour le moment avec le Vercors, Kevin Péponnet et Jérémy Millon. Voilà, qu'on va essayer de joindre éventuellement par téléphone. En tout cas, on va tenter de rétablir la liaison avec l'équipe de France, donc dans le Vercors, où elle fait un stage de cohésion. Elle s'est mise un peu au vert, même s'il fait chaud, voilà, pour lier le groupe. Ce que je vais faire, c'est qu'en attendant qu'ils reviennent, je vais proposer à Jean-Luc Denéchaud de me rejoindre à nouveau sur le plateau. On va attendre de rétablir pendant ce temps-là la connexion avec l'équipe de France. Jean-Luc, je vais en profiter pour vous poser encore quelques questions. Ce seront vos 3e Jeux Olympiques au sein de la Fédération Française de Voile, 2 en tant qu'administrateur et puis vos premiers en tant que président. Racontez-nous ce que les Jeux représentent pour vous. Écoutez, je pense que les Jeux, vous l'avez dit, c'est le summum dans un sport. C'est quelque chose d'extraordinaire où toutes les nations sont là pour se confronter. Et on l'a vu au travers de ce qu'ont exprimé nos athlètes, cette préparation, cette tension qui fait qu'il y a une émotion extraordinaire. Moi, je me souviens à Rio, évidemment, lorsque j'ai vu gagner Charline, j'ai pleuré, voilà. Et quand elle est montée sur le podium et qu'il y a eu la Marseillaise, j'ai à nouveau pleuré. Donc j'ai beaucoup pleuré à Rio. J'espère beaucoup pleurer à Tokyo, hein, voilà. Et donc les Jeux, oui, c'est quelque chose d'exceptionnel parce que il y a beaucoup de grandes compétitions et on l'a vu dans leur palmarès. Ils ont remporté des championnats d'Europe, des championnats du monde.
Mais les Jeux Olympiques, c'est autre chose, évidemment. C'est tous les 4 ans, et là, ça sera tous les 5 ans, comme disait Jean-Baptiste. Donc, forcément, c'est une attente, c'est une tension. Et donc, quand il y a une victoire ou qu'on monte sur le podium, c'est à la fois, évidemment, une délivrance pour eux, pour les supporters aussi, et pour une fédération, c'est magique que les athlètes arrivent à ce Graal. Et oui, justement, vous parliez de la magie de vos pleurs à Rio en voyant Charline monter sur la plus haute marche du podium. Vous étiez également à Londres en 2012. Il y a évidemment cette émotion face à une médaille olympique. Et il y a aussi une ambiance très particulière dans le village olympique. Voilà, sur le site, finalement, on ne trouve ça que dans des Jeux olympiques. Oui, parce que il y a à la fois du côté spectateur, parce que même si on est impliqué en tant qu'administrateur ou président de fédération, on reste spectateur, avec la tension d'un spectateur averti qui s'inquiète évidemment pour ses athlètes, qui tremble, qui rit, qui sourit, qui pleure. Donc voilà, l'émotion est énorme, mais c'est vrai que c'est une ambiance particulière, mais aussi une ambiance de confrontation avec les autres nations, et où quelquefois, entre guillemets, ça peut être aussi une espèce de guerre. Et je dirais que nous, en tant que représentants d'une fédération, on doit aussi montrer notre force vis-à-vis des concurrents, et faire notre part de petit travail pour que nos athlètes aient la totale liberté pour pouvoir donner le meilleur d'eux-mêmes. Et on espère justement qu'ils donneront le meilleur d'eux-mêmes, et notamment Kevin Péponnet et Jérémy Millon, qu'on a retrouvés en direct du Vercors, où ils sont en stage de cohésion. Ils sont avec leur entraîneur Philippe Mourniac. Kevin, Jérémy, je disais, après une 9e place assez frustrante aux mondiaux en mars dernier, où vous défendiez votre titre, vous avez pris une belle revanche en remportant les championnats d'Europe à Villamoura en mai. Quel poids est là cette victoire européenne à quelques semaines des Jeux Olympiques ? Elle est super importante parce que c'était la dernière compétition avant les Jeux, et pour nous la dernière occasion de nous prouver qu'on était capable de remporter un championnat avant l'échéance qui compte pour nous et pour laquelle on se prépare depuis des années. Donc voilà, ça nous a permis de faire un peu le plein de confiance, et maintenant il faut transformer l'essai. Alors Kevin, ce sont tes premiers Jeux, un rêve de gosse qui se réalise. Tu as baigné toi dans cette culture du haut niveau depuis tout petit, puisque tu avais un père vice-champion du monde et d'Europe, un oncle surtout aussi double médaillé olympique à Séoul en 88. Enfant, tu les entendais raconter comme ça leurs anecdotes en 4,70. Qu'est-ce que ça te fait de marcher dans leurs pas aujourd'hui et d'être présent à ces Jeux ? Ça met la pression. Il y a une pression familiale qui court, et non, c'est sûr que aux histoires de famille, on parlait souvent de bateaux et de 4-7. Et du coup, d'essayer de marcher sur les traces de mon père et de mon oncle, c'est sûr que c'est super encourageant. Et voilà, c'est un rêve de gosse qui est alimenté depuis tout jeune. Et ça alimente aussi cette flamme olympique. Et on va tout faire pour décrocher une breloque. Jérémy, toi, tu as déjà vécu l'expérience des Jeux avec une 7e place à Rio. Et à l'inverse de Kevin, tu es né dans une famille qui ne pratiquait pas la voile. Tu as d'ailleurs commencé à naviguer sur le lac de Cergy-Pontoise en eau douce. Preuve qu'on peut aller au plus haut niveau et ne pas habiter en bord de mer. Ouais, c'est pas le sport national à Cergy-Pontoise, la voile. Et non, je pensais pas que quand j'ai commencé mes premiers sports déjà assez tard, à l'âge de 11 ans, et sur un endroit qui n'était pas évident pour pratiquer ça, je pensais pas en arriver là. Et en fait, c'est possible. Donc voilà, c'est un beau message à passer à tout le monde, de montrer que si on croit dans nos projets et qu'on se donne à fond, on peut arriver à faire des choses top. C'est une belle aventure sportive que vous êtes en train d'écrire, une très belle histoire humaine aussi, vous vous entendez super bien. C'est la force de votre binôme, c'est ça? C'est cette entente entre vous? Ouais, on partage beaucoup de choses et beaucoup de loisirs à côté, et c'est sûr qu'en plus avec notre coach Philippe Mourniac, il nous concocte au quotidien des petites surprises, et voilà, on sort tout juste d'un stage de cohésion aussi entre nous la semaine dernière, et voilà, ça alimente cette confiance, et voilà, ce noyau dur qu'on forme tous les trois, et pour vraiment passer les moments les plus difficiles qu'on pourra rencontrer au jeu de manière un peu plus facile. Ouais.
Alors Philippe, quels sont justement les binômes qui pourraient faire un podium au jeu et quelles sont les chances de vos poulains, j'ai envie de dire, de tes poulains? Ouais, mes poulains, c'est des étalons. Perso, on a bien sûr travaillé sur le sujet tous les trois. On pense que la médaille d'or va se jouer principalement entre 4 pays. Ça ne veut pas dire, déjà, ça en fait un de trop pour le podium. Puis ensuite, on a 6, 7, 8 bateaux qui peuvent monter sur le podium. Donc ça fait, comme dans quasiment toutes les séries olympiques, ça fait beaucoup de monde pour 3 places. Et donc les nations vraiment fortes, derrière les Français, rassurez-vous, mais les nations très fortes historiquement, et ils ne s'arrêtent pas de le montrer sur l'ensemble de l'Olympiade et en particulier sur ces derniers mois. C'est l'Australien qui est toujours là, c'est le Suédois qui est vraiment monté en puissance sur cette Olympiade, et puis alors que dire du jeune Espagnol qui lui a passé en grillant tous les radars à vitesse grand V et vraiment rentre sur ces Jeux Olympiques très très fort. Merci pour toutes ces petites infos et on regardera évidemment tout cela avec beaucoup d'attention. Merci à tous les trois. On va terminer avec la dernière série qualifiée. Je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions juste à l'issue de la présentation des athlètes. On vous donnera la parole et n'hésitez pas d'ores et déjà à vous manifester si vous voulez poser des questions à l'issue de cette conférence de presse. Ça nous permettra de vous donner la parole assez rapidement. On va terminer, je le disais, avec la dernière série qualifiée pour ces Jeux Olympiques. Il s'agit du NACRA 17 pour lequel c'est un duo mixte, un homme et une femme qui vont porter haut les couleurs de la France. Ils ont fait une ascension fulgurante depuis la création de leur binôme, c'était en 2018. Ils ont notamment remporté une épreuve de Coupe du Monde sur ce plan d'eau d'Enoshima en 2019, l'année suivante. Ils sont aussi vice-champions d'Europe en 2020 et ils ont été choisis pour assurer la relève de Marie Rioux et Billy Besson. Rien que ça, il s'agit de Manon Odinet et de Quentin Delapierre. Manon et Quentin, entraînés par Franck Citeau. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Bonjour. Alors Manon, un peu plus d'un an après la formation de votre binôme, vous avez fait une ascension fulgurante et obtenu votre ticket pour prendre la suite de Marie Rioux et Billy Besson. C'est un vrai défi, pourtant vous semblez l'aborder sans complexe. Oui, je pense que depuis qu'on a débuté notre projet, l'objectif c'était vraiment d'être focus sur nous parce qu'il y avait beaucoup de boulot. On ne se connaissait pas, on n'avait jamais navigué ensemble. Quentin commençait juste la campagne en ACRA, il naviguait sur des bateaux vraiment différents avant, donc on a eu beaucoup de boulot et je pense que c'est ça qui nous a permis peut-être de progresser, c'est que voilà, on n'avait pas trop le temps de regarder à côté et on était vraiment focalisé sur nous et tout le travail qu'il y avait à faire et on a été super contents quand ça a payé au moment de la sélection. Alors je parlais de Billy qui, juste pour info, a rejoint la fédération en tant que vice-président en charge du haut niveau. Voilà, vous qui êtes journaliste, vous l'avez peut-être aperçu tout à l'heure lorsque tous les athlètes étaient regroupés avec les entraîneurs. Vous pourrez aussi lui poser des questions si vous en avez à l'issue de la conférence. Quentin, tu as décroché 2 titres en Diam 24 sur le Tour de France Voile. Tu avais l'opportunité de monter un projet en multi 50 et puis Manon est venue te chercher. Elle a eu des arguments convaincants? Ouais, plein, beaucoup. Non, on se connaissait depuis très longtemps parce qu'on régatait l'un contre l'autre quand on était jeunes. Ouais, c'est ça. Et puis, c'est vrai que ça me trottait dans la tête depuis un petit moment parce que justement sur les projets Diam, il y avait un ami à moi qui s'appelle Kevin Péponnet qui avait sauté le pas et qui avait eu beaucoup de réussite là-dedans. Donc, quand Manon m'a appelé, c'était le truc un peu idyllique. Elle avait une super expérience en ACRA. Elle était en équipe de France depuis un petit moment. Et puis, voilà, j'ai fait des tests avec Franck et Manon juste avant le Tour de France 2018. Et après, voilà, c'est parti
je me suis embarqué là-dedans à fond. Et c'est bien parti. À Rio, Billy et Marie étaient les grands favoris, même si Billy s'est blessé. Votre histoire, c'est vrai, elle est très différente, mais vous êtes forcément observé. Et même si vous préférez le statut d'outsider à celui de favori, vous vous savez attendu? On préfère le statut d'outsider, je ne sais pas. Hein, c'est la réalité de ce qu'on a fait jusqu'ici. On a fait des bonnes performances qui nous permettent d'y croire. Maintenant, je pense pas qu'on puisse prétendre à un statut de favori, et outsider, ça nous va bien. Manon. Ouais, clairement, je pense qu'on aime bien avoir à s'arracher jusqu'au bout, jusqu'au dernier bord de la medal race. Donc, clairement, je pense qu'on se plaît dans cette position, et en tout cas, c'est dans notre tête, c'est vraiment comme ça qu'on y va. Chaque bord et chaque manche, ça va être la guerre, je pense, et je pense que notre flotte va être aussi super dense. Je pense que jusqu'à la medal race, on ne connaîtra pas le vainqueur, donc avoir cette agressivité pendant toute la semaine, ça va plutôt bien nous aller. Justement, on va parler dans un instant de la concurrence avec votre entraîneur. Juste un petit mot sur le fait que vous ayez fait appel à des skippers comme Thomas Coville ou Franck Camas pour vous aider à progresser. Qu'est-ce qu'ils vous ont apporté, ces coureurs au large? Enfin, Franck a fait aussi beaucoup de NACRA, mais par exemple, quelqu'un comme Thomas Coville, qu'est-ce qu'il vous a apporté? Je pense qu'en France, on a la chance d'avoir un peu ces deux mondes, la course au large et l'olympisme. Et c'était, pour le coup, avec Thomas Coville, une bonne opportunité de faire cette passerelle et d'avoir la chance d'échanger avec des techniciens, des bureaux d'études, des gens qui font de la météo avec un autre aspect que ce qu'on fait en olympisme, et je pense que c'était enrichissant. Et sur la fin, Franck Camas est venu aussi apporter un œil critique sur ce qu'on faisait, et je pense que c'était tous les trois un truc qu'on a apprécié, parce que ça nous a demandé de se remettre en question sur pas mal de points, et on a encore appris pas mal de choses. Oui, avec une belle expérience de Franck sur énormément de supports. Franck, Manon et Quentin parlaient tout à l'heure de la concurrence. Justement, à quoi peut-on s'attendre en ACRA 17 ? En ACRA 17, il y a à peu près une dizaine de nations qui vont pouvoir prétendre à un podium. Manon et Quentin en font partie. Je pense que c'est surtout en attente des conditions météo qu'on va avoir. Il y a des gens qui vont s'éliminer tout seuls en fonction des conditions météo. Soit c'est trop venté, ce qu'on peut avoir à Inoshima, et là il y aura une partie de ces prétendants qui disparaîtront, et inversement. La polyvalence de Quentin et Manon, c'est plutôt intéressant, parce que ça, on peut prétendre vraiment à une médaille. En tous les cas, je leur souhaite, je nous le souhaite du reste. Mais le travail, ce que je voulais rajouter, c'est qu'effectivement ils étaient outsiders en 2020. Ils le sont toujours, mais beaucoup plus forts, quoi. Cette année pour eux a été vraiment bénéfique. Ils ont été quand même au bout du bout. Un énorme travail a été fait tout cet hiver, avec effectivement beaucoup d'intervenants, des gens comme François Lecastrec aussi qui sont intervenus dans la préparation mentale. Et toute cette symbiose, ça va permettre de faire du résultat. En tous les cas, on l'espère à Inoshima. Et on l'espère également. Merci beaucoup à tous les trois. Restez bien connectés. On va revenir vers vous avec les questions des journalistes dans un instant. Et je vais demander une dernière fois à Jean-Luc Denéchaud de me rejoindre pour une dernière petite question. Jean-Luc, on vient de découvrir le visage de la sélection française pour ces Jeux de Tokyo. Ils sont jeunes, ils en veulent, ils ont beaucoup de talent, beaucoup d'ambition. Ils vont tout donner pour porter la France au plus haut niveau. Quelles sont justement les ambitions de cette équipe de France de voile olympique pour ces Jeux de Tokyo ? Écoutez, je pense que vous les avez entendus. C'est des très belles ambitions. C'est à la fois des parcours personnels, mais des ambitions collectives pour ceux qui sont en double, et de même avec leurs entraîneurs. Donc voilà, je pense que ce qui est important, c'est le parcours. Ils sont tous en progression. Voilà. Il y en a qui ont des statuts de favoris, d'autres d'outsiders. Je sais qu'ils donneront le meilleur d'eux-mêmes. Ils savent qu'ils sont regardés par l'ensemble des gens qui aiment la voile, c'est-à-dire les licenciés, mais aussi les pratiquants. Et au-delà, ils font bien sûr ces performances pour eux, mais aussi, et c'est la magie des Jeux Olympiques pour la France. Et leurs ambitions, évidemment, on les partage. Et tous ont travaillé dur, et je pense qu'ils réaliseront à la fois leurs rêves et feront plaisir à des millions de Français qui vont regarder leur performance. Merci à tous de nous avoir suivis. Très belle fin d'après-midi.